Bienvenue sur Secrets du passé. Ici, nous voyageons à travers les siècles pour redécouvrir histoire, mystères et légendes oubliées. Installez-vous confortablement et si ce voyage vous plaît, laissez une trace de votre passage. Imaginez un instant que vous vous réveillez dans une Europe différente. Une Europe où les frontières que vous connaissez n'existent pas. Où Paris n'est pas la capitale de la France, où Berlin n'est pas le cœur de l'Allemagne, et où Rome n'abrite pas le siège du pouvoir italien. Cette Europe a failli exister. En 1848, alors que les rues de Vienne s'emplissaient de barricades, qu'un roi s'enfuyait de Paris déguisé en domestique, et que Milan s'embrasait sous les cris de liberté, l'Europe tout entière tremblait sur ses fondations. Dans les cafés de Budapest, les théâtres de Dresde, les universités de Prague et les places publiques de Berlin, un même souffle révolutionnaire transportait les foules. Ce n'était pas une révolution. C'étaient des centaines de révolutions simultanées. Pensez-y un instant, en l'espace de quelques semaines, plus de 50 gouvernements européens furent renversés ou contraints à des réformes majeures. Des monarques tout-puissants, dont les dynasties régnaient depuis des siècles, se retrouvèrent à fuir leurs palais en pleine nuit, terrorisés par la colère de leurs sujets. Pourtant, 1 an plus tard, presque tout était rentré dans l'ordre. Les révolutionnaires avaient été pendus, emprisonnés ou exilés. Les monarques étaient revenus sur leur trône. Et le rêve d'une Europe transformée s'était évanoui comme la brume du matin. Comment est-il possible qu'un événement d'une telle ampleur, qui a touché plus d'une centaine de millions d'Européens, soit aujourd'hui si méconnu? Comment se fait-il que ce printemps des peuples, qui a fait vaciller tous les trônes d'Europe, soit devenu une simple note de bas de page dans nos livres d'histoire? Ce soir, nous allons plonger au cœur de cette révolution oubliée. Nous allons suivre pas à pas cette vague révolutionnaire sans précédent qui, en 1848, a déferlé sur l'Europe entière. Nous découvrirons pourquoi des millions d'hommes et de femmes ordinaires ont soudain décidé de prendre les armes, de bâtir des barricades et de défier leurs souverains. Nous verrons comment de simples étudiants, ouvriers, poètes ou journalistes sont devenus, l'espace d'un printemps, les maîtres de leur destin. Et peut-être, au fil de ce récit, comprendrons-nous pourquoi cette révolution qui promettait tant s'est finalement éteinte, laissant derrière elle une Europe transformée, mais pas de la manière dont les révolutionnaires l'avaient espéré. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un rêve collectif, un rêve de liberté, d'égalité et de fraternité qui a traversé les frontières. Un rêve porté par des hommes et des femmes qui croyaient sincèrement pouvoir changer le monde. Mais c'est aussi l'histoire d'une occasion manquée, d'un moment où l'Europe aurait pu prendre un chemin radicalement différent. Installez-vous confortablement. Notre voyage commence par une nuit glaciale de février 1848 dans les rues de Paris. Mise en contexte historique pour comprendre l'ampleur et la signification de ce printemps des peuples de 1848, il nous faut d'abord voyager plus loin dans le passé jusqu'aux dernières lueurs du XVIIIe siècle. L'Europe de 1848
vit encore dans l'ombre de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. Ces événements ont laissé des cicatrices profondes dans la conscience collective européenne. D'un côté, ils ont semé des idées révolutionnaires à travers tout le continent. Liberté politique, égalité devant la loi, émancipation des peuples. De l'autre, ils ont traumatisé les élites dirigeantes, terrifiées par le spectre d'une nouvelle terreur. Après la chute de Napoléon en 1815, les grandes puissances européennes, l'Autriche, la Prusse, la Russie, la Grande-Bretagne, s'étaient réunies au Congrès de Vienne pour redessiner la carte de l'Europe. Leur objectif était clair: restaurer l'ordre ancien et ériger des digues contre toute nouvelle vague révolutionnaire. Sous l'impulsion du chancelier autrichien Metternich, véritable architecte de cette Europe post-napoléonienne, un système conservateur s'était mis en place. Metternich, avec son visage austère et son regard perçant, incarnait parfaitement cette volonté de restauration. Pour lui, les idées de la Révolution française n'étaient qu'une maladie contagieuse qu'il fallait à tout prix contenir. Et pendant plus de 30 ans, ce système avait tenu bon. Les insurrections nationalistes en Italie avaient été écrasées par les troupes autrichiennes. Les mouvements libéraux en Allemagne avaient été réprimés par la Prusse. La révolution polonaise de 1830 avait été noyée dans le sang par la Russie. Pourtant, sous cette apparente stabilité, des forces nouvelles travaillaient la société européenne en profondeur. La révolution industrielle, née en Angleterre, commençait à transformer le visage du continent. Des usines surgissaient aux abords des villes, attirant des masses de paysans déracinés. Une nouvelle classe sociale émergeait, le prolétariat urbain qui vivait dans des conditions souvent misérables. Parallèlement, la bourgeoisie, cette classe de commerçants, d'industriels, de banquiers, d'avocats et de médecins, prenait de plus en plus d'importance économique, mais restait largement exclue du pouvoir politique, réservé à l'aristocratie et aux grands propriétaires terriens. À cela s'ajoutait la montée des sentiments nationaux. L'Europe de 1848 n'était pas celle des États de nation que nous connaissons aujourd'hui. L'Italie était morcelée en petits États, souvent sous domination autrichienne. L'Allemagne était divisée en 39 États indépendants, réunis dans une vague confédération germanique dominée par l'Autriche et la Prusse. L'Empire autrichien lui-même était une mosaïque de peuples, allemands, hongrois, tchèques, slovaques, polonais, ukrainiens, roumains, serbes, croates, slovènes, italiens. Dans les cafés, les universités et les sociétés secrètes, de jeunes intellectuels commençaient à rêver d'unifier ces peuples dans des États-nations indépendants. Ils lisaient les poèmes de Mickiewicz qui glorifiaient la Pologne martyre, les essais de Mazzini qui appelaient à l'unité italienne, les discours de Kossuth qui exaltaient la nation hongroise. À ces aspirations nationales s'ajoutaient des revendications libérales. Dans presque toute l'Europe continentale, les monarchies absolues ou semi-absolues refusaient d'accorder des constitutions garantissant les libertés fondamentales, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion. Le droit de vote, quand il existait, était réservé à une infime minorité de possédants.
Enfin, une nouvelle idéologie commençait à se répandre parmi les ouvriers et les artisans, le socialisme. Des penseurs comme Louis Blanc en France, Moses Hess en Allemagne ou Robert Owen en Angleterre proposaient des solutions radicales à la misère ouvrière. Associations de travailleurs, ateliers nationaux, redistribution des richesses. En 1848, Marx et Engels publiaient à Londres un petit pamphlet qui allait connaître un destin extraordinaire, le manifeste du Parti communiste. Tous ces courants, nationalisme, libéralisme, socialisme, cohabitaient dans un bouillonnement intellectuel sans précédent. Ils étaient souvent contradictoires, parfois antagonistes, mais en 1848, ils allaient momentanément converger dans une même vague révolutionnaire. Cette convergence était d'autant plus probable que l'Europe traversait alors une grave crise économique. Les mauvaises récoltes de 1845 et 1846 avaient provoqué une hausse des prix d'alimentaire. La pomme de terre, devenue la base de l'alimentation populaire dans de nombreuses régions, était ravagée par une maladie. En Irlande, cette grande famine avait déjà fait 1 million de morts et poussé un autre million d'Irlandais à l'exil. Dans les villes, la crise industrielle aggravait encore la situation. Les usines fermaient, jetant sur le pavé des milliers d'ouvriers. À Paris, on estimait que près d'un tiers des travailleurs étaient au chômage au début de 1848. C'est dans ce contexte explosif qu'un événement apparemment mineur allait mettre le feu aux poudres. Le 12 janvier 1848, des soldats napolitains tiraient sur une manifestation pacifique à Palerme en Sicile. Loin de disperser la foule, cette répression déclencha une insurrection générale. En quelques jours, toute la Sicile était en révolte contre le roi Ferdinand II. Personne ne pouvait alors imaginer que cet embrasement local allait se propager comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe. Personne, sauf peut-être un vieil homme qui observait la situation depuis son exil en France. Metternich, le chancelier autrichien, aurait alors prononcé ces mots prophétiques : « Quand la France s'enrhume, toute l'Europe éternue. » Le rhume français ne devait pas tarder, et les éternuements allaient secouer tout le continent. Le déclenchement, la révolution parisienne de février 1848. C'est une soirée pluvieuse du 22 février 1848. Paris est sombre, agité. Les réverbères à gaz projettent des ombres inquiétantes sur les façades haussmanniennes encore en construction. L'air est lourd d'humidité, mais aussi de tension. Depuis des mois, l'opposition au régime de Louis-Philippe organise des banquets politiques. C'est une astuce pour contourner l'interdiction des réunions politiques. On se retrouve autour d'un repas, on paie son écho et on écoute des discours enflammés contre le gouvernement de François Guizot, le Premier ministre austère et impopulaire qui incarne la politique conservatrice du roi bourgeois. Ce soir-là, un grand banquet devait se tenir dans le 12e arrondissement de Paris, mais le gouvernement, inquiet de l'ampleur du mouvement, l'a interdit à la dernière minute. Les organisateurs ont cédé, mais les ouvriers et les étudiants qui devaient y participer sont descendus dans la rue malgré tout. Ils sont quelques milliers à déambuler sous la pluie
au cri de « Vive la réforme » et à bas Guizot. Leur revendication principale est l'élargissement du droit de vote, alors réservé aux citoyens les plus fortunés. À peine 250 000 électeurs dans un pays de 35 millions d'habitants. La manifestation est dispersée sans grande violence par la garde municipale. Mais le lendemain, 23 février, elle reprend avec plus d'ampleur. Des barricades commencent à s'élever dans les quartiers populaires de l'Est parisien, faites de pavés arrachés à la chaussée, de meubles jetés par les fenêtres, de tonneaux, de charrettes renversées. Elle transforme la ville en un labyrinthe hostile aux forces de l'ordre. Louis-Philippe, inquiet, demande à Guizot de démissionner. Le vieux roi, aux favoris gris, qui règne depuis 18 ans, espère que ce geste apaisera la colère populaire. Dans la soirée, la nouvelle de la démission se répand dans Paris. La foule est joyeuse, presque en liesse. Des manifestants parcourent les rues en demandant aux habitants d'illuminer leurs fenêtres en signe de réjouissance. L'un de ces cortèges arrive devant le ministère des Affaires étrangères, boulevard des Capucines. La troupe qui garde le bâtiment est nerveuse. Un coup de feu part, on ne saura jamais d'où exactement. Les soldats, croyant à une attaque, ouvrent le feu sur la foule désarmée. Le bilan est terrible. Plus de 50 morts gisent sur le pavé parisien. Dans la nuit glaciale, une scène dramatique se joue. Des manifestants chargent les cadavres sur une charrette et la promènent à travers les quartiers populaires au cri de « Vengeance, on assassine le peuple ». Ce massacre du boulevard des Capucines transforme une manifestation politique en une véritable insurrection. Au matin du 24 février, Paris est hérissé de plus de 1500 barricades. Des ouvriers en blouse bleue, des étudiants, des gardes nationaux, ces miliciens bourgeois censés défendre l'ordre, fraternisent et prennent les armes contre le régime. Dans son palais des Tuileries, Louis-Philippe hésite. Devant la défection de la garde nationale, il comprend que son règne touche à sa fin. À 74 ans, il n'a plus l'énergie de résister. Il signe son abdication en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, un enfant de 9 ans. Puis, sous un déguisement modeste, il quitte discrètement son palais et prend la route de l'exil vers l'Angleterre. Mais les insurgés ne veulent plus de la monarchie sous aucune forme. Ils envahissent le palais des Tuileries et la Chambre des députés. À l'hôtel de ville, un gouvernement provisoire est formé dans la confusion. Il proclame la République et annonce des élections au suffrage universel masculin. Parmi les nouveaux dirigeants, on trouve des figures de l'opposition dynastique comme le poète Lamartine, au profil d'aigle et à l'éloquence légendaire, mais aussi des républicains plus radicaux comme Ledru-Rollin et même un socialiste, Louis Blanc, théoricien des ateliers nationaux censés garantir le droit au travail. Plus surprenant encore, sous la pression des ouvriers armés, le gouvernement accepte d'intégrer un simple travailleur, Albert, de son vrai nom, Alexandre Martin, ouvrier mécanicien. Pour la première fois dans l'histoire européenne, un travailleur manuel siège au plus haut niveau de l'État. Le drapeau rouge, symbole des revendications sociales les plus radicales, flotte un moment sur l'hôtel de ville. Mais Lamartine, dans un discours resté célèbre, parvient à maintenir le drapeau tricolore comme emblème national.
Le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 1791 et en 1793, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Dans les jours qui suivent, le nouveau régime prend des mesures spectaculaires. Abolition de la peine de mort en matière politique, suppression de l'esclavage dans les colonies, limitation de la journée de travail à 10 heures à Paris et 11 heures en province, création d'une commission du gouvernement pour les travailleurs qui siègent au Palais du Luxembourg. Pour les classes populaires parisiennes, c'est un moment d'espoir sans précédent. Dans les rues, on chante, on danse, on plante des arbres de la liberté, généralement des peupliers ornés de rubans tricolores. Les clubs politiques se multiplient. Il y en aura plus de 200 à Paris. Les journaux fleurissent, libérés de la censure et du cautionnement qui les entravait. Cette atmosphère révolutionnaire est magnifiquement saisie par le jeune Gustave Flaubert, témoin des événements. J'ai vu dans les Tuileries des gamins déguisés avec les robes des princesses. On se promenait dans tous les appartements. Le peuple était aux Tuileries comme chez lui. C'était vraiment beau. Il y avait des hommes qui pleuraient. La révolution parisienne semble avoir réussi ce tour de force, unir toutes les classes sociales dans un même élan de fraternité. Mais cette union est fragile. Très vite, des divergences fondamentales vont apparaître entre les républicains du lendemain, ces monarchistes convertis par prudence, et les républicains de la veille, entre les libéraux attachés avant tout aux libertés politiques et les socialistes qui réclament une transformation de l'ordre économique. Mais pour l'heure, la nouvelle de la révolution parisienne se répand comme une traînée de poudre à travers l'Europe, et partout elle va catalyser des aspirations similaires à plus de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est la France qui montre le chemin aux peuples opprimés, écrit l'historien tchèque Palacký. Et en effet, dans les semaines qui suivent, c'est comme si une déferlante révolutionnaire traversait l'Europe de l'ouest à l'est, renversant sur son passage des régimes qu'on croyait inébranlables. Le printemps des peuples est en marche. L'effet domino. Quand l'Europe entière s'embrase, la nouvelle de la révolution parisienne se propage à la vitesse du télégraphe, cette invention récente qui commence à tisser sa toile à travers l'Europe. Dans les capitales européennes, l'onde de choc est immédiate. À Vienne, le cœur de l'Empire autrichien, la nouvelle arrive le 1er mars. Dans cette ville baroque au palais imposant, résidence des Habsbourg depuis des siècles, le pouvoir semble inébranlable. Le chancelier Metternich, qui gouverne l'Empire depuis près de 40 ans, incarne cette stabilité. À 74 ans, ce diplomate rusé aux manières aristocratiques se vante d'avoir maintenu la paix en Europe depuis la chute de Napoléon. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, Vienne bouillonne. Les étudiants de l'université se réunissent dans les cafés pour discuter des événements de Paris. Les ouvriers des faubourgs souffrent de la crise économique. La bourgeoisie libérale s'irrite des entraves à la liberté d'entreprendre et du poids de la censure. Le 13 mars 1848,
les États de Basse-Autriche, une sorte d'assemblée provinciale, doivent se réunir. Des étudiants et des bourgeois se rassemblent devant le palais où siège l'assemblée pour réclamer des réformes. La foule grossit d'heure en heure. Des ouvriers se joignent au mouvement. Devant le palais impérial, la Hofburg, l'archiduc Albert, neveu de l'empereur, ordonne aux soldats de tirer sur la foule. 5 personnes tombent, mais loin de disperser les manifestants, cette violence ne fait qu'attiser leur colère. Les ouvriers des faubourgs affluent vers le centre-ville, armés de tout ce qui leur tombe sous la main. Dans les palais du pouvoir, c'est la panique. L'empereur Ferdinand Ier, un homme faible d'esprit que ses ministres manipulent à leur guise, est incapable de prendre une décision. Metternich, qui incarnait le système, est abandonné par tous. Il quitte Vienne dans une voiture banale, sous un déguisement, comme Louis-Philippe quelques jours plus tôt. Il trouvera refuge en Angleterre, cet îlot de stabilité dans une Europe en flammes. Le 15 mars, l'empereur accorde tout ce que le peuple demande, une constitution, la liberté de la presse, la création d'une garde nationale. Les Viennois sont en liesse. Le vieil empire autoritaire semble se transformer en monarchie constitutionnelle. Sur les murs de la ville, on peut lire ce graffiti révélateur: « L'Autriche libre remercie la France libre ». Mais l'Empire autrichien n'est pas un État-nation homogène comme la France. C'est une mosaïque de peuples, un État des nationalités, comme on l'appelle alors. Et très vite, la révolution viennoise va encourager les mouvements nationaux au sein de l'Empire. À Budapest, la capitale hongroise, la nouvelle de la chute de Metternich est accueillie avec enthousiasme. Depuis des années, un mouvement national hongrois s'est développé autour de figures comme le comte Széchenyi, aristocrate éclairé, qui a financé la construction du premier pont permanent sur le Danube, ou la Jose Kossuth, avocat brillant au discours enflammé. Le 15 mars, alors même que l'empereur cède à Vienne, une révolution éclate à Budapest. Des jeunes poètes et écrivains, menés par Sándor Petőfi, récitent des poèmes patriotiques et formulent les 12 points, un programme de revendication nationale. La foule libère des prisonniers politiques et s'empare de l'imprimerie pour publier des textes interdits. Face à ce soulèvement, l'empereur nomme un gouvernement hongrois dirigé par le comte Batthyány, avec Kossuth comme ministre des Finances. La Hongrie obtient une large autonomie au sein de l'Empire. Elle aura son propre parlement, son armée, sa politique économique. Seule la politique étrangère et la défense restent communes avec l'Autriche. Mais ce n'est qu'un début, car au sein même du royaume de Hongrie vivent d'autres peuples, croates, serbes, roumains, slovaques, et ces peuples ne tardent pas à formuler à leur tour des revendications nationales contre l'hégémonie magyare. À Prague, capitale de la Bohême, la révolution prend aussi un caractère national. Les Tchèques, dont la langue et la culture ont connu un renouveau au début du XIXe siècle, réclament l'égalité avec les Allemands qui dominent traditionnellement la région. L'historien František Palacký, qui vient de commencer sa monumentale Histoire du peuple tchèque, devient le leader du mouvement national. En juin 1848, un grand congrès slave se réunit à Prague.
Des délégués de tous les peuples slaves de l'Empire autrichien y participent, tchèques, slovaques, polonais, ruthènes, ukrainiens, slovènes, croates, serbes. Ils réclament la transformation de l'Empire en une fédération de peuples égaux. Mais le 12 juin, alors que le congrès touche à sa fin, une manifestation dégénère. Le commandant militaire de Prague, le prince Windisch-Grätz, dont la femme vient d'être tuée par une balle perdue, fait bombarder la ville. C'est la première grande répression contre-révolutionnaire en Europe. Prague se soumet et le mouvement tchèque est temporairement brisé. En Italie, la révolution prend une tournure encore plus dramatique. La péninsule est alors divisée en 7 États et le nord est sous domination autrichienne directe, Lombardie-Vénétie, ou indirecte, duché de Parme, Modène, Toscane. À Milan, la nouvelle de la révolution viennoise déclenche un soulèvement. Pendant 5 jours, du 18 au 22 mars, les Milanais affrontent les troupes autrichiennes commandées par le maréchal Radetzky, un vétéran des guerres napoléoniennes. C'est une véritable guérilla urbaine. On tire des fenêtres, on lance des tuiles des toits, on tend des pièges dans les rues étroites. Finalement, Radetzky décide d'évacuer la ville. Les Milanais célèbrent leur victoire, mais ils savent qu'ils ne pourront pas résister seuls à une contre-attaque autrichienne. Ils se tournent vers le royaume de Piémont-Sardaigne, le seul État italien indépendant de taille significative. Le roi Charles Albert, bien que conservateur, voit dans ces événements l'occasion d'agrandir son royaume. Il déclare la guerre à l'Autriche le 23 mars. C'est la première guerre d'indépendance italienne. Dans toute la péninsule, le sentiment national s'enflamme. Des volontaires affluent de toutes les régions pour combattre l'ennemi autrichien. À Rome, le pape Pie IX, qui avait entamé son pontificat en 1846 par des réformes libérales, est emporté par le mouvement. Il accorde une constitution et envoie des troupes aider les Piémontais contre l'Autriche. À Naples, le roi Ferdinand II doit aussi céder et octroyer une constitution. Venise se soulève également. Sous la direction de Daniel Manin, avocat énergique aux lunettes rondes, la ville proclame la renaissance de la République de Venise, abolie 50 ans plus tôt par Bonaparte. Cette république bourgeoise et modérée tiendra près d'1 an et demi, jusqu'en août 1849. En Allemagne, la Révolution prend un caractère à la fois libéral et national. Le pays est alors divisé en 39 États regroupés dans la Confédération germanique, dominée par l'Autriche et la Prusse. À Berlin, capitale de la Prusse, la nouvelle des événements de Vienne provoque une vive agitation. Le 18 mars, une manifestation pacifique dégénère quand des soldats ouvrent le feu sur la foule. Pendant une journée entière, ouvriers et bourgeois combattent côte à côte contre l'armée royale. Plus de 250 combattants de Mars perdent la vie. Le roi Frédéric Guillaume IV, un romantique instable aux idées confuses, hésite puis cède. Il salue les cadavres des insurgés, se montre au balcon du palais avec un brassard aux couleurs noir-rouge-or, les couleurs du mouvement national allemand, et promet une constitution. La Prusse se fond désormais dans l'Allemagne, déclare-t-il, semblant abandonner l'identité prussienne
au profit de l'unité allemande. Dans les autres États allemands, des gouvernements libéraux sont formés, souvent sans violence. À Francfort, une assemblée nationale constituante est élue au suffrage universel masculin pour rédiger une constitution allemande. C'est la première expérience démocratique de l'histoire allemande. Cette assemblée de Francfort réunit l'élite intellectuelle allemande, professeurs, avocats, écrivains, médecins. On l'appelle ironiquement le Parlement des professeurs. Parmi ses membres, on trouve des personnalités comme le philologue Jacob Grimm, l'un des frères Grimm, l'historien Friedrich Dahlmann ou encore l'écrivain musicien Richard Wagner, futur compositeur de la tétralogie L'Anneau du Nibelung. L'Assemblée débat pendant des mois des frontières de l'Allemagne, de sa forme constitutionnelle, des droits fondamentaux des citoyens. Elle incarne l'idéalisme des libéraux allemands, leur foi dans la force des idées et du droit. Mais pendant qu'elle délibère, les forces conservatrices commencent déjà à se réorganiser. En l'espace de quelques semaines, l'Europe s'est donc entièrement transformée. De Paris à Budapest, de Berlin à Palerme, les anciens régimes semblent s'être effondrés comme des châteaux de cartes. Le système Metternich n'est plus qu'un souvenir. Les peuples exultent, convaincus que l'ère de la liberté a enfin commencé. Pourtant, ce printemps révolutionnaire va bientôt connaître son automne, car sous l'apparente unité du mouvement se cachent des contradictions profondes qui ne vont pas tarder à apparaître au grand jour. Les contradictions internes, libéraux, démocrates et socialistes face à face. L'été 1848 marque un tournant dans la révolution européenne. L'euphorie du printemps cède progressivement la place à l'inquiétude, puis à la division, car sous l'unité apparente du mouvement révolutionnaire se cachent des visions profondément différentes de la société idéale. À Paris, cette division éclate au grand jour dès le mois d'avril. Les élections à l'Assemblée constituante, organisées au suffrage universel masculin, donnent une large victoire aux républicains modérés et aux monarchistes convertis. Les socialistes et les radicaux, qui dominaient les clubs parisiens, se retrouvent minoritaires. C'est une surprise pour beaucoup. On découvre que la France provinciale, largement rurale et influencée par le clergé catholique, est beaucoup plus conservatrice que Paris. Les paysans, qui forment encore l'immense majorité de la population, ont voté pour l'ordre et la stabilité, effrayés par les rumeurs d'un partage des terres que propageraient les partageux socialistes. Le 4 mai 1848, l'Assemblée se réunit dans une ambiance tendue. Le gouvernement provisoire remet ses pouvoirs et une commission exécutive de 5 membres est élue pour exercer le pouvoir. Significativement, ni Louis Blanc ni l'ouvrier Albert n'en font partie. C'est un signal clair. La République sociale que rêvaient les ouvriers parisiens n'est pas à l'ordre du jour. Le 15 mai, une manifestation en faveur de la Pologne dégénère en tentative d'insurrection. Des milliers de manifestants envahissent l'Assemblée au cri de « Vive la Pologne !» et du pain ou du plomb. Dans la confusion, certains tentent de former un nouveau gouvernement à l'hôtel de ville. Mais la garde nationale
composée de bourgeois disperse les manifestants et arrête les meneurs dont Armand Barbès et Auguste Blanqui, figures de l'extrême gauche parisienne. C'est dans ce contexte que le gouvernement décide de fermer les ateliers nationaux. Créés en février pour donner du travail aux chômeurs parisiens, ces ateliers emploient alors plus de 100 000 ouvriers à des travaux souvent improductifs. Pour les conservateurs, ils sont un gouffre financier et un foyer d'agitation révolutionnaire. Pour les ouvriers, ils représentent leur seul moyen de subsistance. Le 22 juin, un décret ordonne aux ouvriers de moins de 25 ans de s'enrôler dans l'armée ou de partir en province pour des travaux de terrassement. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le 23 juin, les ouvriers descendent dans la rue, non plus en manifestants joyeux comme en février, mais en insurgés déterminés. Dans les quartiers populaires de l'Est parisien, le faubourg Saint-Antoine, le faubourg du Temple, la Villette, des barricades s'élèvent par centaines. Sur l'une d'elles, un drapeau noir flotte pour la première fois dans l'histoire. C'est le drapeau du désespoir et de la colère. Le gouvernement confie la répression au général Cavaignac, un militaire républicain à la barbe fournie qui s'est illustré dans la conquête de l'Algérie. Celui-ci applique une stratégie méthodique. Il concentre ses troupes, laisse les insurgés s'épuiser, puis lance des attaques massives avec artillerie. Pendant 4 jours, Paris est le théâtre d'une véritable guerre civile. Plus de 1500 barricades divisent la ville. Des deux côtés, on se bat avec acharnement. Les insurgés savent qu'ils n'ont rien à espérer en cas de défaite. Les soldats et les gardes mobiles, une milice recrutée parmi les jeunes chômeurs des faubourgs, sont convaincus de défendre l'ordre social contre l'anarchie. Le bilan est terrible. Plus de 3000 morts pendant les combats et au moins 1500 exécutions sommaires après la défaite de l'insurrection. Plus de 15 000 personnes sont arrêtées, dont 4 000 seront déportées en Algérie. Cette guerre des classes, comme l'appellera Marx, marque une rupture fondamentale dans l'histoire de la révolution européenne. Pour la première fois, bourgeois et ouvriers s'affrontent directement, les armes à la main. La fraternité de février n'est plus qu'un souvenir. Le jeune Alexis de Tocqueville, témoin des événements, écrit dans ses souvenirs. Ce n'était pas une lutte politique, mais un combat de classe, une sorte de guerre servile. Elle représentait la lutte des hommes qui n'avaient rien contre ceux qui avaient quelque chose. À Francfort, l'Assemblée nationale allemande est confrontée à d'autres contradictions. La plus fondamentale concerne les frontières de l'Allemagne à unifier. Doit-on inclure l'Autriche, ce qui créerait une grande Allemagne, Großdeutschland, multiethnique, ou doit-on se limiter aux États allemands sous direction prussienne, une petite Allemagne, Klein-Deutschland, plus homogène? Ce débat théorique prend une dimension concrète avec la question du Schleswig-Holstein. Ces deux duchés, peuplés en partie d'Allemands, sont liés à la couronne danoise par une union personnelle. En mars 1848, profitant de la Révolution à Copenhague, ils se soulèvent et demandent leur rattachement à l'Allemagne. L'Assemblée de Francfort, emportée par l'enthousiasme national, soutient cette revendication
et pousse la Prusse à intervenir militairement. Mais les grandes puissances, Russie, Grande-Bretagne, France, font pression sur la Prusse pour qu'elle se retire. Le roi Frédéric Guillaume IV cède et signe l'armistice de Malmö en août 1848 sans consulter l'Assemblée. Pour les députés de Francfort, c'est un camouflet. Après d'âpres débats, ils finissent par approuver l'armistice, mais au prix d'une crise profonde. Beaucoup comprennent alors que leur assemblée, sans armée ni administration, dépend entièrement du bon vouloir des princes qu'elle prétend soumettre à une constitution. À Vienne, la Révolution connaît aussi ses divisions internes. Les libéraux allemands, qui dominent le Parlement autrichien, soutiennent l'unité de l'Empire et s'opposent aux revendications des nationalités non allemandes. Ils craignent que la fragmentation de l'Empire ne les livre à l'influence russe ou française. Cette position les aliène les peuples slaves de l'Empire, initialement favorables à la Révolution. À Prague, František Palacký refuse l'invitation à siéger à l'Assemblée de Francfort par une lettre restée célèbre. « Je ne suis pas allemand, mais tchèque d'origine slave. » En Hongrie, les contradictions sont encore plus vives. Le gouvernement révolutionnaire hongrois, dirigé par Lajos Kossuth, mène une politique de magyarisation forcée qui aliène les minorités du royaume, croates, serbes, roumains, slovaques. Ces peuples initialement favorables à la révolution contre Vienne se tournent progressivement vers l'empereur, espérant qu'il protégera leurs droits contre l'hégémonie magyare. En Italie, la guerre contre l'Autriche révèle également les divisions du mouvement national. Le roi Charles Albert de Piémont, qui a pris la tête de la lutte, se méfie des révolutionnaires républicains comme Giuseppe Mazzini ou Giuseppe Garibaldi. Il refuse leurs offres d'aide et conduit la guerre de manière hésitante. Cette division s'aggrave après la défaite piémontaise à Custoza en juillet 1848. L'armée autrichienne, réorganisée par Radetzky, reprend l'offensive et reconquiert Milan. Charles Albert signe un armistice abandonnant la Lombardie à son sort. Face à ce recul, les démocrates italiens prennent l'initiative. À Rome, après l'assassinat de son premier ministre Pellegrino Rossi, le pape Pie IX s'enfuit à Gaète, dans le royaume de Naples. Une république est proclamée en février 1849, dirigée par un triumvirat dont Mazzini est la figure centrale. À Florence, le grand-duc de Toscane est chassé et une république est également proclamée. Ces républiques démocratiques effraient les conservateurs européens. Le pape appelle les puissances catholiques à l'aide pour restaurer son pouvoir temporel. Dans toute l'Europe, on observe ainsi un schéma similaire. L'union révolutionnaire initiale se fragmente en fonction des intérêts de classe, bourgeois contre ouvriers, des aspirations nationales, allemands contre slaves, hongrois contre croates, et des conceptions politiques, monarchistes constitutionnelles contre républicains, modérés contre radicaux. Cette fragmentation va faciliter la tâche des forces contre-révolutionnaires qui commencent à se réorganiser dès l'été 1448. La contre-révolution, comment les monarchies européennes ont repris le contrôle l'automne 1848
marque le début de la contre-offensive des forces conservatrices. Remises de leur surprise initiale, les monarchies européennes réorganisent leurs armées et exploitent habilement les divisions du camp révolutionnaire. À Vienne, l'occasion de la contre-révolution se présente en octobre. Le gouvernement autrichien a envoyé des troupes pour mater la révolution hongroise. Les ouvriers et les étudiants viennois, solidaires des Hongrois, se soulèvent pour empêcher le départ des troupes. Ils s'emparent de l'arsenal et construisent des barricades. L'empereur Ferdinand et sa cour fuient la capitale pour Olmütz, aujourd'hui Olomouc, en République tchèque. De là, ils organisent la reconquête de Vienne. Le général Windisch-Graetz, qui a déjà réprimé l'insurrection de Prague, marche sur Vienne avec 70 000 hommes. Le ban, gouverneur de Croatie, Josip Jelačić, s'y joint avec ses troupes croates. Après un bombardement intensif, les troupes impériales reprennent la ville le 31 octobre. La répression est féroce. Robert Blum, député de l'Assemblée de Francfort, venu exprimer sa solidarité avec les révolutionnaires viennois, est fusillé malgré son immunité parlementaire. Ce geste symbolique montre le mépris des Habsbourg pour l'Assemblée allemande. En décembre, un changement dynastique renforce encore la contre-révolution. L'empereur Ferdinand, mentalement diminué, abdique en faveur de son neveu, François-Joseph, un jeune homme de 18 ans à la silhouette élancée et aux célèbres rouflaquettes. Contrairement à son oncle, ce nouveau souverain n'est lié par aucune promesse envers les révolutionnaires. Le prince Félix zu Schwarzenberg, nouveau Premier ministre à la volonté de fer, résume la stratégie impériale. D'abord écraser la révolution, ensuite octroyer une constitution. Sous sa direction, l'armée autrichienne, restée largement fidèle à l'empereur, devient l'instrument principal de la Restauration. En France, l'élection présidentielle de décembre 1848, la première au suffrage universel masculin de l'histoire, donne une victoire écrasante à Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur. Avec 74% des voix, il écrase ses rivaux, notamment le général Cavaignac, boucher de Juin, et Ledru-Rollin, candidat des républicains avancés. Ce succès révèle la puissance du mythe napoléonien dans les campagnes françaises. Pour des millions de paysans, le nom de Bonaparte évoque la gloire nationale et la stabilité. Le programme de Louis-Napoléon, délibérément vague, promet à la fois l'ordre et des réformes sociales. Dès son installation à l'Élysée, le nouveau président travaille à renforcer son pouvoir personnel. Il s'entoure de fidèles, cultive ses liens avec l'armée et prépare méthodiquement la transformation de la République en empire. Mais pour l'heure, il se présente comme le défenseur de l'ordre social contre l'anarchie rouge. En Prusse, la contre-révolution s'affirme également. En novembre 1848, le roi Frédéric Guillaume IV, enhardi par les succès autrichiens, fait occuper Berlin par l'armée, déclare la ville en état de siège et dissout la garde civique. L'assemblée constituante prussienne est transférée dans la petite ville de Brandebourg, puis dissoute. Le roi octroie unilatéralement une constitution qui établit un système électoral à 3 classes, donnant un poids prépondérant aux plus riches. C'est un compromis habile.
la Prusse devient formellement une monarchie constitutionnelle, mais le pouvoir reste fermement dans les mains du roi et de l'aristocratie. En Italie, la contre-révolution progresse également. Après sa défaite face à l'Autriche, le Piémont se replie sur lui-même. Le roi Charles Albert tente une dernière offensive en mars 1849, mais il est écrasé à Novare. Il abdique en faveur de son fils, Victor Emmanuel II, et s'exile au Portugal où il mourra quelques mois plus tard. À Naples, le roi Ferdinand II, surnommé Bomba après le bombardement de Messine, a déjà écrasé la révolution sicilienne et rétabli son pouvoir absolu. À Rome, la République dirigée par Mazzini est menacée par une intervention étrangère. C'est la France de Louis-Napoléon qui se charge de restaurer le pouvoir temporel du pape. Par une ironie de l'histoire, la République française, née en février 1848, envoie ses troupes écraser la République romaine. Le général Oudinot assiège Rome en avril 1849. La défense de la ville est organisée par Giuseppe Garibaldi, aventurier romantique à la barbe rousse et au poncho sud-américain, qui a formé une légion de volontaires. Pendant près de 2 mois, les Romains résistent héroïquement, mais le 3 juillet, écrasés par le nombre, ils doivent capituler. Garibaldi et ses hommes quittent Rome dans une retraite épique à travers l'Italie centrale, poursuivis par les Autrichiens, les Français, les Espagnols et les Napolitains. La plupart seront capturés ou tués, mais Garibaldi parvient à s'échapper et à s'exiler en Amérique. Il reviendra pour jouer un rôle décisif dans l'unification italienne une décennie plus tard. À Venise, la République de Daniel Manin résiste jusqu'en août 1849 malgré le blocus, les bombardements et une épidémie de choléra. Mais finalement, affamée et décimée par la maladie, la ville doit se rendre aux Autrichiens. Manin s'exile à Paris, où il mourra en 1857 sans avoir revu sa ville natale. En Hongrie, la lutte est particulièrement acharnée. En avril 1849, enhardi par ses succès militaires contre les Croates et les Serbes, le Parlement hongrois proclame la déchéance des Habsbourg et l'indépendance totale du pays. Kossuth est nommé gouverneur-président avec des pouvoirs quasi dictatoriaux. C'est un défi direct à l'autorité impériale. François-Joseph, incapable de vaincre les Hongrois avec ses seules forces, demande l'aide du tsar Nicolas Ier de Russie. Celui-ci, craignant la contagion révolutionnaire dans son propre empire, accepte volontiers. En juin 1849, une armée russe de 200 000 hommes, commandée par le maréchal Paskevitch, franchit les Carpates et envahit la Hongrie par le nord. Pris en tenaille entre les Russes et les Autrichiens, les Hongrois résistent vaillamment mais finissent par succomber. Le 13 août 1849, le général Görgey, commandant en chef hongrois, se rend aux Russes à Vilagos. La répression est terrible. 13 généraux hongrois sont pendus à Arad, le Golgotha hongrois. Des centaines d'autres sont emprisonnés ou exécutés. Kossuth parvient à s'enfuir en Turquie, puis en Angleterre et aux États-Unis, où il est accueilli en héros de la liberté. Il ne reverra jamais sa patrie. En Allemagne, l'Assemblée de Francfort
tente un dernier effort pour réaliser l'unité allemande. En mars 1849, elle adopte une constitution qui prévoit un empire héréditaire avec un parlement élu au suffrage universel masculin. La couronne impériale est offerte au roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV. Mais celui-ci refuse ce cercle de fer et de boue que lui tendent des porchers, des cordonniers et des maîtres d'école. Il ne veut pas d'une couronne offerte par le peuple, il préfère celle qui vient de Dieu et de ses pères, les autres princes allemands. Ce refus signe l'arrêt de mort de l'Assemblée. Les députés les plus radicaux tentent un dernier sursaut, appelant le peuple à défendre la Constitution par les armes. Des insurrections éclatent en Saxe, dans le Palatinat et dans le Grand-Duché de Bade. Mais elles sont écrasées une à une par l'armée prussienne. Les derniers combattants se réfugient dans la forteresse de Rastatt qui tombe le 23 juillet 1849. L'un des meneurs, le poète Georg Herwegh, parvient à s'enfuir en Suisse déguisé en paysan. D'autres, comme le théoricien anarchiste Michel Bakounine, sont capturés et condamnés à mort, puis graciés et envoyés en exil. À l'automne 1849, la Révolution est vaincue dans toute l'Europe. Les monarchies sont restaurées, les constitutions libérales abrogées ou vidées de leur substance, les leaders révolutionnaires exécutés, emprisonnés ou exilés. C'est un échec apparent total. Pourtant, sous cette défaite se cachent des transformations profondes qui vont marquer l'Europe pour les décennies à venir. L'héritage de 1848, un échec apparent des transformations profondes. À première vue, le bilan de la Révolution de 1848 semble accablant. Partout en Europe, l'ordre ancien semble restauré. Les monarques sont revenus sur leur trône, plus méfiants que jamais envers les idées libérales. Les constitutions arrachées sous la pression populaire ont été abrogées ou vidées de leur substance. Les leaders révolutionnaires sont morts, emprisonnés ou exilés. Victor Hugo, lui-même exilé après le coup d'État du 2 décembre 1851 en France, résume ce sentiment d'échec dans son poème « Châtiment ». Hélas, ayant pour but d'être bientôt vainqueurs, nous courûmes au gouffre en y jetant nos cœurs. Pourtant, sous cette apparente restauration, l'Europe de 1850 n'est plus celle de 1847. Des changements profonds et irréversibles se sont produits qui vont façonner l'avenir du continent. La première transformation, et peut-être la plus fondamentale, concerne le servage et les droits féodaux. Dans presque toute l'Europe centrale et orientale, la Révolution a conduit à l'abolition définitive des derniers vestiges du système féodal. En Autriche, l'une des rares mesures révolutionnaires que le jeune empereur François-Joseph ne peut pas abroger est l'émancipation des paysans, décrétée en septembre 1848. Les millions de serfs de l'Empire deviennent légalement libres, propriétaires de leurs terres et sont exemptés des corvées et redevances féodales. Cette mesure, conçue à l'origine pour gagner les paysans à la cause révolutionnaire, devient paradoxalement l'un des piliers de la stabilité impériale dans les décennies suivantes. En Prusse et dans les autres États allemands,
Les réformes agraires entamées après les guerres napoléoniennes sont accélérées et complétées. Les paysans, autrefois soumis à l'autorité des Junkers, la noblesse terrienne prussienne, deviennent des citoyens libres, même si beaucoup restent économiquement dépendants des grands propriétaires. Cette émancipation paysanne a des conséquences économiques et sociales considérables. Elle libère une main-d'œuvre qui va alimenter l'industrialisation rapide de l'Europe centrale dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle crée également une classe de petits propriétaires terriens, généralement conservateurs et attachés à l'ordre, qui deviendront une base électorale importante pour les régimes futurs. La deuxième transformation majeure concerne les identités nationales. Même si les mouvements nationaux ont échoué dans leurs objectifs immédiats, l'indépendance hongroise, l'unité italienne ou allemande, ils ont profondément enraciné l'idée nationale dans la conscience des peuples européens. Avant 1848, le nationalisme était essentiellement l'affaire d'une élite intellectuelle, poètes, professeurs, journalistes, étudiants. Après 1848, il devient un phénomène de masse. Des millions de personnes ont participé à des manifestations patriotiques, lu des journaux nationalistes, combattu sous des drapeaux nationaux. Cette nationalisation des masses se manifeste particulièrement en Italie. Malgré l'échec militaire du Piémont et l'écrasement des républiques romaines et vénitiennes, l'idée de l'unité italienne a fait un progrès décisif, comme l'écrit Giuseppe Mazzini depuis son exil. Les idées mûrissent vite quand elles sont arrosées de sang. En Allemagne, l'échec de l'unification par le Parlement de Francfort laisse un vide que la Prusse va progressivement combler. Otto von Bismarck, qui deviendra chancelier en 1862, tirera les leçons de 1848. L'unité allemande ne se fera pas par des discours et des votes, mais par le fer et le sang. Dans l'Empire autrichien, les échecs des mouvements nationaux, tchèques, polonais ou croates, n'empêchent pas le développement continu des langues et cultures nationales. Des institutions comme le Théâtre national tchèque à Prague ou la Matica SRPSK, Société culturelle serbe, deviennent des foyers de résistance culturelle face à la germanisation ou à la magyarisation. La troisième grande transformation concerne la vie politique elle-même. Malgré la répression, les idées libérales et démocratiques se sont profondément ancrées dans la société européenne. L'idée que le pouvoir doit être limité par une constitution, que les citoyens doivent avoir des droits garantis, que la presse doit être libre, a fait son chemin même dans les esprits conservateurs. En France, même après le coup d'État du 2 décembre 1851 et l'établissement du Second Empire, Napoléon III doit composer avec cet héritage. Son régime, qu'il qualifie lui-même d'empire autoritaire, évolue progressivement vers un empire libéral dans les années 1860, avec un rôle accru du Parlement et une liberté de presse élargie. En Prusse, malgré la constitution antidémocratique octroyée par Frédéric Guillaume IV, un parlement existe désormais, qui deviendra un acteur important de la vie politique prussienne, puis allemande. Dans les années 1860, ce parlement osera même défier Bismarck
sur la question du budget militaire, forçant le chancelier à gouverner pendant 4 ans sans budget légalement approuvé. En Autriche, après une décennie d'absolutisme sous la direction du ministre Bach, le système Bach, François-Joseph est contraint de revenir à un régime constitutionnel après la défaite militaire face à la France et au Piémont en 1859. En 1867, il doit même accepter le compromis Ausgleich qui transforme l'Empire en une double monarchie austro-hongroise reconnaissant l'autonomie de la Hongrie. Une 4e transformation, moins visible mais tout aussi profonde, concerne la conscience de classe. Les journées de juin 1848 à Paris ont marqué une rupture définitive entre la bourgeoisie libérale et le prolétariat. Pour la première fois, ouvriers et bourgeois se sont affrontés directement, les armes à la main, pour des visions radicalement différentes de la société. Karl Marx, qui a vécu la Révolution à Cologne comme rédacteur de la Nouvelle Gazette rhénane, tire les leçons de cet échec dans son analyse « Les luttes de classe en France ». Pour lui, la Révolution de 1848 a échoué parce que la bourgeoisie, effrayée par les revendications sociales du prolétariat, a préféré s'allier avec les forces de l'Ancien Régime plutôt que de poursuivre son propre programme révolutionnaire. Cette analyse influencera profondément le mouvement ouvrier européen dans les décennies suivantes. L'idée que le prolétariat doit s'organiser de manière autonome, sans compter sur des alliances avec la bourgeoisie libérale, deviendra un principe fondamental du marxisme. Dans les milieux ouvriers, l'échec de 1848 a aussi des conséquences pratiques. Face à la répression, les sociétés secrètes et les conspirations cèdent progressivement la place à des formes d'organisation plus durables, syndicats, coopératives, partis politiques. C'est le début du mouvement ouvrier moderne qui jouera un rôle majeur dans la politique européenne jusqu'au XXe siècle. Enfin, 1848 transforme profondément la géographie politique de l'Europe. Même si les frontières restent inchangées sur la carte, les centres de pouvoir se déplacent. L'Autriche, qui dominait la Confédération germanique, et l'Italie du Nord sort affaiblie de la crise. Sa position en Allemagne est contestée par la Prusse, sa domination en Italie menacée par le Piémont. La France, malgré son instabilité politique, retrouve un rôle de premier plan sur la scène européenne avec Napoléon III. La Grande-Bretagne, qui a traversé 1848 sans révolution majeure, à l'exception du mouvement chartiste et de la petite insurrection irlandaise menée par Smith O'Brien, consolide sa position de première puissance industrielle et commerciale du monde. La Russie, dont l'intervention a été décisive pour écraser la révolution hongroise, apparaît comme le gendarme de l'Europe, prêt à intervenir partout où l'ordre établi est menacé. Mais cette politique réactionnaire lui vaudra l'hostilité des libéraux et des nationalistes européens qui culminera lors de la guerre de Crimée, 1853 à 1856. L'exil des révolutionnaires vaincus contribue aussi à internationaliser les idées de 1848. Des milliers de réfugiés politiques trouvent asile en Suisse, en Belgique
en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Ils y fondent des journaux, des associations, des écoles qui maintiennent vivante la flamme révolutionnaire. Londres devient ainsi la capitale de l'exil européen. On y croise Kossuth, le leader hongrois, Mazzini, l'apôtre de l'unité italienne, Herzen, le démocrate russe, Marx, le théoricien communiste allemand. Ces exilés influencent l'opinion publique de leur pays d'accueil et préparent les mouvements futurs. Aux États-Unis, les 48ers allemands, ces vétérans de la Révolution qui ont émigré après sa défaite, jouent un rôle important dans la vie politique et culturelle. Beaucoup s'engageront du côté de l'Union lors de la guerre de sécession, voyant en Abraham Lincoln un défenseur des idéaux démocratiques pour lesquels ils avaient combattu en Europe. Ainsi, malgré son échec apparent, la Révolution de 1848 a semé des graines qui germeront dans les décennies suivantes. L'unité italienne sera réalisée entre 1859 et 1870. L'unité allemande en 1871. Les régimes autoritaires restaurés après 1848 évolueront progressivement vers des systèmes plus libéraux. Les revendications sociales du mouvement ouvrier trouveront des réponses partielles dans les législations sociales de la fin du XIXe siècle, comme l'écrit l'historien Eric Hobsbawm. Les révolutions de 1848 ont échoué parce qu'il s'est avéré que leurs idées étaient trop en avance sur leur temps. Mais le temps a fini par les rattraper. Les figures oubliées, portraits des révolutionnaires de 1848, au-delà des grands événements et des transformations sociales, la révolution de 1848 est aussi une aventure humaine. Des milliers d'hommes et de femmes ordinaires y ont participé, risquant leur vie, leur liberté et leur fortune pour leurs idéaux. Beaucoup sont tombés dans l'oubli, mais certains méritent d'être redécouverts pour comprendre l'esprit qui animait ce printemps des peuples. Commençons par une figure emblématique de la Révolution hongroise, Sándor Petőfi. Né en 1823 dans une famille modeste, ce jeune poète au visage anguleux, encadré de longs cheveux noirs, incarne parfaitement le romantisme révolutionnaire. Ses poèmes, d'une simplicité accessible et d'une force émotionnelle rare, ont contribué à éveiller la conscience nationale hongroise. Le 15 mars 1848, sur les marches du Musée national de Budapest, c'est lui qui récite son chant national qui deviendra l'hymne de la Révolution hongroise. Debout, Magyars, la patrie vous appelle. Voici l'heure, c'est maintenant ou jamais. Serons-nous libres ou esclaves? Voilà le choix, décidé. Petőfi ne se contente pas d'écrire. Il s'engage dans l'armée révolutionnaire hongroise et participe à plusieurs batailles contre les forces impériales. Le 31 juillet 1849, lors de la bataille de Segesvár, aujourd'hui Sighișoara, en Roumanie, il disparaît dans la mêlée. Son corps ne sera jamais retrouvé, ce qui alimentera longtemps la légende selon laquelle il aurait survécu et se serait exilé en Sibérie. Cette fin mystérieuse contribue à faire de Petőfi un martyr national hongrois dont les poèmes sont aujourd'hui encore appris par tous les écoliers magyars. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Petőfi n'était pas seulement un nationaliste,
C'était aussi un démocrate radical influencé par les idées de la Révolution française et un précurseur du socialisme hongrois. En Allemagne, parmi les figures méconnues de 1848, il faut citer Louise Aston. Née en 1814 à Groningen, cette femme hors du commun scandalise la société prussienne de son temps par ses idées féministes et sa vie libre. Divorcée, elle fréquente les cercles littéraires berlinois et publie des romans et des poèmes aux accents révolutionnaires. Pendant les journées de mars 1848 à Berlin, Louise Aston est au premier rang des manifestants. Elle fonde un club démocratique des femmes et édite un journal, Der Freischärler, le franc-tireur, où elle défend l'égalité des sexes et les idées démocratiques. Expulsée de Berlin après la victoire de la réaction, elle poursuit son combat à Brême, puis à Hambourg. L'exemple de Louise Aston nous rappelle que 1848 n'était pas qu'une affaire d'hommes. Dans toute l'Europe, des femmes ont participé activement au mouvement révolutionnaire, même si elles restaient exclues du droit de vote et des postes de pouvoir. À Paris, des clubs féminins se forment, comme celui de la socialiste Jeanne de Rouen ou de la mystique Eugénie Niboyer. À Vienne, l'une des figures les plus fascinantes de la Révolution est Wenzel Messenhauser. Né en Moravie en 1813, ce fils de paysan a fait carrière dans l'armée impériale avant de se passionner pour la littérature. En octobre 1848, lorsque Vienne se soulève une seconde fois, il est élu commandant de la garde nationale, chargé de défendre la ville contre les troupes impériales. Messenhauser n'est pas un radical, c'est un modéré qui tente désespérément d'éviter un bain de sang tout en restant fidèle à la cause révolutionnaire. Depuis la tour de la cathédrale Saint-Étienne, il observe l'avancée des troupes de Windischgrätz et rédige des bulletins précis sur leurs mouvements. Après la chute de Vienne, il aurait pu fuir, mais il choisit de rester et d'assumer ses responsabilités. Arrêté, il est condamné à mort et fusillé le 16 novembre 1848. Jusqu'au bout, il reste digne et calme. Ses derniers mots auraient été « Je meurs pour la liberté. Puisse ma mort la servir ». En Italie, une figure peu connue en dehors de la péninsule est Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Cette princesse milanaise, née en 1808 dans l'une des familles les plus aristocratiques de Lombardie, rompt avec son milieu d'origine pour embrasser la cause du Risorgimento, l'unification italienne. Exilée à Paris après l'échec des insurrections de 1830 à 1831, elle y tient un salon prestigieux fréquenté par les plus grands esprits de son temps, Balzac, Liszt, Chopin, Alfred de Musset. Mais elle reste avant tout une patriote italienne qui finance la presse d'opposition et les sociétés secrètes. En mars 1848, lorsque Milan se soulève contre les Autrichiens, la princesse rentre en Italie. Elle organise un bataillon de volontaires napolitains et les mène elle-même au combat. Après la défaite, elle se replie sur Rome, où elle organise les services hospitaliers de la République romaine. Lorsque les troupes françaises prennent Rome, elle doit s'exiler à nouveau. Elle voyage en Turquie et au Moyen-Orient,
d'où elle envoie des reportages fascinants qui font d'elle l'une des premières femmes journalistes de guerre. Elle ne pourra rentrer définitivement en Italie qu'en 1855, où elle continuera à défendre les idées libérales jusqu'à sa mort en 1871. En France, parmi les figures oubliées de 1848, il faut citer Martin Nadaud. Né en 1815 dans la Creuse, ce fils de maçon migrant monte à Paris à 14 ans pour y exercer le métier de son père. Autodidacte, il s'instruit en lisant les journaux d'opposition et en fréquentant les cours du soir. Pendant la Révolution de février, Nadaud est sur les barricades. Élu à l'Assemblée législative en 1849, il y défend les intérêts des ouvriers. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, il est arrêté et déporté en Algérie, puis s'exile en Angleterre, où il devient professeur de français. Nadaud ne reviendra en France qu'après la chute du Second Empire, en 1870. Élu député, puis conseiller général de la Creuse, il œuvrera pour l'amélioration du sort des travailleurs et pour le développement de l'instruction publique. Son parcours extraordinaire, de l'échafaudage à l'hémicycle, illustre les possibilités d'ascension sociale ouvertes par la Révolution. Dans l'Empire autrichien, l'une des figures les plus attachantes est Karel Havlíček-Borovský. Né en 1821 en Bohême, ce journaliste au regard pénétrant et à la plume acérée devient l'une des principales voix du mouvement national tchèque. Rédacteur du journal Národní noviny, le journal national, il défend les droits des Tchèques tout en restant fidèle aux idéaux démocratiques. Contrairement à d'autres leaders nationaux, Havlíček ne tombe pas dans le piège du chauvinisme. Il critique aussi bien l'absolutisme autrichien que le panslavisme russe, qu'il considère comme une autre forme de domination. Ces épigrammes satiriques, qui circulent de bouche à oreille, ridiculise les puissants avec un humour corrosif. Après l'écrasement de la Révolution, Havlíček continue son combat par la plume. Arrêté en 1851, il est déporté à Brixen, dans le Tyrol du Sud. C'est là, loin de sa patrie, qu'il écrit son chef-d'œuvre, Le baptême de Saint Vladimir, une satire féroce de l'absolutisme et de l'alliance du trône et de l'autel. Libéré en 1855, mais brisé par l'exil, il meurt de la tuberculose quelques mois plus tard, à 34 ans. Ses funérailles à Prague deviennent une manifestation silencieuse contre le régime autrichien. Aujourd'hui encore, Havlíček est vénéré en République tchèque comme un symbole de résistance intellectuelle face à l'oppression. En Pologne, une figure fascinante est Narcyza Żmichowska. Née en 1819 près de Varsovie, cette écrivaine aux idées avancées fonde un groupe féministe surnommé Les Enthousiastes. Sous le pseudonyme de Gabriela, elle publie des romans qui remettent en question les rôles traditionnels de genre et plaide pour l'émancipation des femmes. Pendant les événements de 1848, Żmichowska s'engage dans les réseaux clandestins qui tentent de coordonner la lutte pour l'indépendance polonaise avec les mouvements révolutionnaires des autres pays. Arrêtée en 1849, elle passe 3 ans en prison
avant d'être libérée sous surveillance policière. Malgré cette répression, elle continue à écrire et à enseigner, formant toute une génération de jeunes femmes aux idées progressistes. Son œuvre, longtemps négligée, est aujourd'hui redécouverte par les historiens de la littérature et les chercheurs en études de genre. La Révolution de 1848 a aussi ses figures tragiques, comme Robert Blum. Né dans une famille pauvre de Cologne en 1807, cet autodidacte devient l'une des voix les plus écoutées de la gauche démocratique allemande. Élu à l'Assemblée de Francfort, il y défend les idées républicaines avec une éloquence remarquable. En octobre 1848, Blum se rend à Vienne pour exprimer la solidarité de la gauche allemande avec les révolutionnaires autrichiens. Pris les armes à la main lors de la répression, il est traduit devant un tribunal militaire malgré son immunité parlementaire. Condamné à mort, il est fusillé le 9 novembre. Sa dernière lettre à sa femme et à ses enfants, pleine de dignité et de tendresse, circule dans toute l'Allemagne et fait de lui un martyr de la cause démocratique. Son exécution symbolise le mépris de la réaction pour les institutions représentatives et creuse un fossé durable entre les démocrates allemands et la maison des Habsbourg. Dans chaque pays touché par la Révolution, on pourrait ainsi identifier des dizaines de figures méconnues qui ont joué un rôle significatif dans les événements. Des journalistes comme Karl Ludwig Brentano à Bade, des militaires comme le général Józef Bem, un Polonais au service de la Révolution hongroise, des religieux comme l'abbé Gioberti en Italie, des médecins comme Andreas Gottschalk à Cologne. Ces portraits individuels nous rappellent une vérité essentielle. La Révolution de 1848 n'était pas un mouvement abstrait, mais l'œuvre d'hommes et de femmes en chair et en os, avec leurs espoirs, leurs contradictions, leur courage et leur faiblesse. C'est cette dimension humaine qui fait de 1848 non pas simplement un chapitre de l'histoire politique, mais une épopée collective qui continue à nous parler aujourd'hui. L'Europe qui aurait pu être, les chemins non empruntés de 1848, si la révolution de 1848 avait réussi, à quoi ressemblerait l'Europe aujourd'hui? Cette question, bien que spéculative, mérite d'être posée, car en examinant les possibilités non réalisées de l'histoire, nous comprenons mieux les enjeux réels des luttes de cette époque et les alternatives qui s'offraient alors. Imaginons un moment que les principales revendications des révolutionnaires de 1848 aient été satisfaites. Quelle transformation l'Europe aurait-elle connue? Commençons par l'Allemagne. Si l'Assemblée de Francfort avait réussi à imposer sa constitution, une petite Allemagne, unifiée sous direction prussienne, aurait émergé dès 1849 avec un parlement élu au suffrage universel masculin et un empereur au pouvoir limité. Cette Allemagne libérale et parlementaire aurait été bien différente de l'empire autoritaire fondé par Bismarck en 1860 et 11 après 3 guerres successives. Sans la solution par le fer et le sang de Bismarck, les relations entre l'Allemagne et ses voisins auraient pu être moins conflictuelles. La France n'aurait pas subi l'humiliation
de la défaite de 1870 et de la perte de l'Alsace-Lorraine, qui alimentera le revanchisme français jusqu'en 1914. L'antagonisme franco-allemand qui dominera l'Europe jusqu'en 1945 aurait peut-être été moins virulent. En Italie, si le Piémont avait vaincu l'Autriche en 1848 avec l'aide des volontaires de toute la péninsule, l'unification italienne se serait probablement faite sous une forme fédérale plutôt que centralisée. Les différentes traditions régionales, lombardes, toscanes, romaines, napolitaines, auraient été mieux préservées dans un cadre commun. La question méridionale, ce fossé économique et culturel entre le nord et le sud qui hante l'Italie jusqu'à aujourd'hui, aurait peut-être été moins profonde. Une Italie unifiée en 1848-1949 aurait également résolu différemment la question romaine, ce conflit entre l'État italien et la papauté qui ne sera réglé qu'en 1929 par les accords du Latran. Pie IX, encore libéral au début de 1848, n'avait pas complètement tourné le dos aux aspirations nationales italiennes. Un compromis honorable aurait peut-être été possible, évitant un siècle de tensions entre l'Église catholique et l'État italien. Dans l'Empire autrichien, le succès de la Révolution aurait probablement conduit à une fédéralisation beaucoup plus précoce. Le projet de František Palacký, qui proposait de transformer l'Empire en une fédération de peuples égaux, aurait pu être réalisé. Les différentes nationalités, allemands, hongrois, tchèques, polonais, croates, italiens, roumains, etc., auraient obtenu une autonomie substantielle dans un cadre impérial maintenu. Une telle réorganisation aurait peut-être permis à l'Empire des Habsbourg de survivre aux tensions nationalistes qui finiront par le déchirer en 1918. L'Europe centrale et orientale aurait conservé un cadre politique commun, évitant la fragmentation qui la rendra vulnérable aux ambitions allemandes et russes au XXe siècle. En Hongrie, la victoire de la Révolution aurait créé un État indépendant ou semi-indépendant dès 1849, mais ce nouvel État aurait dû résoudre la question des minorités nationales, croates, serbes, roumains, slovaques, que le gouvernement révolutionnaire de Kossuth avait largement ignoré. Une Hongrie victorieuse aurait-elle su éviter les pièges du nationalisme exclusif? Aurait-elle pu devenir un État multinational tolérant? C'est l'une des grandes questions contrefactuelles de cette période. En France, la Seconde République aurait pu se stabiliser si elle avait trouvé un équilibre entre les aspirations démocratiques des villes et les craintes conservatrices des campagnes. Sans le coup d'État de Louis-Napoléon, la France aurait fait l'apprentissage d'une démocratie républicaine dès les années 1850, évitant les turbulences de la période 1870 à 1880, chute du Second Empire, Commune de Paris, crise du 16 mai 1877. Une république française consolidée dès 1848 aurait également eu une politique étrangère différente de celle de Napoléon III. Pas d'aventure mexicaine, pas de guerre de Crimée, peut-être pas de guerre contre l'Autriche en 1859.
la France aurait pu jouer un rôle de médiateur entre les aspirations nationales des peuples et la stabilité européenne, fidèle à l'esprit internationaliste des premiers mois de la Révolution. Au niveau social et économique, le succès de 1848 aurait probablement accéléré l'adoption de législations protectrices pour les travailleurs. Les ateliers nationaux en France, malgré leur imperfection, étaient une première tentative de réponse publique au chômage. Les commissions ouvrières, comme celle du Luxembourg, présidée par Louis Blanc, avaient commencé à réfléchir sérieusement à l'organisation du travail dans une économie industrielle. Les idées coopératives, qui connaissent un grand succès en 1848, auraient peut-être pris plus d'ampleur. On aurait vu se développer plus tôt des formes d'économie sociale entre le capitalisme pur et le collectivisme étatique. La question sociale qui hantera l'Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale aurait pu trouver des réponses plus précoces et moins conflictuelles. Sur le plan des droits civiques, une révolution victorieuse aurait probablement accéléré l'émancipation des Juifs dans toute l'Europe. En 1848, les barrières qui limitaient encore les droits des Juifs tombent temporairement dans plusieurs pays. À Francfort, siège de l'Assemblée nationale allemande, le ghetto est aboli. Des Juifs comme Gabriel Risser jouent un rôle important dans le mouvement libéral. La réaction qui suit 1848 rétablira certaines discriminations, retardant d'une génération l'émancipation complète. Quant aux droits des femmes, les résultats d'une révolution victorieuse auraient été plus incertains. Malgré l'engagement de nombreuses femmes dans le mouvement révolutionnaire, la question du droit de vote féminin n'était pas à l'ordre du jour, même pour la plupart des démocrates. Seuls quelques visionnaires comme Flora Tristan en France ou Louise Otto Peters en Allemagne commençaient à formuler des revendications féministes explicites. Néanmoins, une Europe transformée par les idéaux de 1848 aurait peut-être été plus réceptive à l'évolution des rôles de genre. L'accès des femmes à l'éducation supérieure, aux professions libérales et finalement aux droits politiques aurait pu se faire plus rapidement dans un contexte généralement plus démocratique. Dans le domaine culturel, le succès de 1848 aurait modifié le climat intellectuel européen. Les idées libérales et démocratiques, au lieu d'être refoulées et marginalisées pendant la réaction des années 1850, seraient devenues le courant dominant. Les universités, au lieu d'être épurées des professeurs subversifs comme elles le furent après 1848, seraient restés des foyers de pensée critique. Le pessimisme culturel qui caractérise une partie de la seconde moitié du XIXe siècle, de Schopenhauer à Nietzsche, de Baudelaire à Huysmans, aurait peut-être cédé la place à un optimisme plus durable. L'idée que l'histoire avance vers plus de liberté et d'égalité, si caractéristique du printemps des peuples, aurait été confortée plutôt que démentie par les événements. Mais le succès de 1848 aurait aussi soulevé de nouveaux problèmes. Les contradictions entre les différentes composantes du mouvement révolutionnaire, libéraux bourgeois, démocrates radicaux, socialistes, nationalistes,
aurait éclaté au grand jour une fois la victoire commune acquise. En Allemagne, les tensions entre les partisans d'une grande Allemagne, incluant l'Autriche, et ceux d'une petite Allemagne dominée par la Prusse, auraient subsisté. En Italie, les républicains comme Mazzini et les monarchistes constitutionnels auraient dû trouver un compromis difficile. Dans l'Empire autrichien, les revendications nationales concurrentes auraient été difficiles à concilier dans un cadre fédéral. Il est donc peu probable qu'une Europe transformée par le succès de 1848 aurait été un havre de paix et d'harmonie. Des conflits auraient subsisté, peut-être sous des formes différentes, mais ces conflits se seraient peut-être exprimés dans un cadre démocratique plutôt que par la guerre et la répression. Quant à savoir si cette Europe alternative aurait évité les catastrophes du XXe siècle, Première Guerre mondiale, totalitarisme, Shoah, Seconde Guerre mondiale, c'est une question qui dépasse le cadre de notre réflexion. Trop de facteurs interviennent sur une si longue période pour établir des causalités fiables. Ce qui est certain, c'est que 1848 représentait une bifurcation majeure dans l'histoire européenne. Le chemin qui a été finalement emprunté, celui de la réaction victorieuse, suivie d'une démocratisation lente et incomplète, a eu des conséquences profondes et durables. Mais d'autres chemins étaient possibles, et c'est précisément cette ouverture des possibles qui fait la grandeur tragique de ce printemps des peuples. Conclusion: pourquoi se souvenir de 1848 aujourd'hui? Nous arrivons au terme de notre voyage à travers ce printemps des peuples qui, en quelques mois, a fait trembler tous les trônes d'Europe et ouvert un horizon de possibilités nouvelles avant de s'achever dans la répression et l'exil. Pourquoi cette révolution, malgré son ampleur exceptionnelle, est-elle aujourd'hui si méconnue du grand public? Pourquoi occupe-t-elle une place relativement modeste dans notre mémoire collective, comparée à la Révolution française de 1789 ou à la Révolution russe de 1917? Plusieurs facteurs expliquent cet oubli relatif. D'abord, 1848 est une révolution qui a échoué, du moins en apparence. Or, comme l'écrivait George Orwell, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Les régimes issus de la contre-révolution ont naturellement minimisé l'importance de ces événements qui avaient failli les renverser. Ensuite, 1848 est une révolution complexe, multiforme, difficile à résumer en une formule simple. Elle n'a pas produit de symbole aussi fort que la prise de la Bastille en 1789 ou celle du Palais d'Hiver en 1917. Elle n'a pas non plus engendré de terreur systématique ni de transformation sociale radicale qui marquerait durablement les mémoires. Enfin, 1848 a été en quelque sorte absorbé par les grands récits nationaux qui se sont développés ultérieurement. En Allemagne, elle est devenue une simple étape vers l'unification bismarckienne de 1871. En Italie, un épisode du Risorgimento qui triomphera sous l'égide de la Maison de Savoie. En France, un intermède entre deux empires napoléoniens. Pourtant,
Ce souvenir de 1848 est essentiel pour comprendre notre présent, car cette révolution oubliée a posé des questions qui restent d'une brûlante actualité. La première est celle des rapports entre démocratie politique et justice sociale. En 1848, pour la première fois à grande échelle, on a vu s'affronter deux conceptions de la liberté, celle des libéraux centrée sur les droits individuels et la limitation du pouvoir de l'État, et celle des socialistes soucieux d'égalité matérielle et de solidarité collective. Cette tension, qui culmina dans les journées de juin à Paris, n'a jamais été totalement résolue. Elle traverse encore nos démocraties contemporaines, constamment tiraillées entre les exigences du marché et celles de la justice sociale, entre la liberté d'entreprendre et le droit à une existence digne pour tous. La deuxième question essentielle posée par 1848 est celle du nationalisme et de ses ambiguïtés. Le printemps des peuples a vu fleurir les revendications nationales à travers toute l'Europe. Allemands, Italiens, Hongrois, Tchèques, Polonais, Roumains, tous réclamaient le droit de vivre selon leurs propres lois, leur propre culture, leur propre langue. Mais très vite sont apparues les contradictions entre ces nationalismes. Que faire quand plusieurs peuples revendiquent le même territoire, comme en Bohême où Tchèques et Allemands cohabitaient? Comment concilier les aspirations des Hongrois à l'indépendance et celles des minorités au sein du royaume de Hongrie? Ces questions restent d'une actualité brûlante dans une Europe qui, après 2 guerres mondiales et l'effondrement du bloc soviétique, tente de construire une union supranationale tout en respectant les identités nationales. Les tensions qui traversent aujourd'hui l'Union européenne ne sont pas sans rappeler celles qui divisaient déjà les révolutionnaires de 1848. La troisième grande question posée par 1848 est celle des méthodes de transformation sociale. Faut-il privilégier la réforme progressive ou la rupture révolutionnaire, la négociation ou la confrontation, la persuasion intellectuelle ou la mobilisation populaire? Ces débats stratégiques qui ont divisé les révolutionnaires de 1848 restent au cœur de tous les mouvements sociaux contemporains. Comment changer le monde sans reproduire la violence qu'on dénonce? Comment rester fidèle à ses idéaux tout en tenant compte des réalités du pouvoir? Ces dilemmes, vieux comme la politique elle-même, se sont posés avec une acuité particulière en 1848. Enfin, 1848 nous interroge sur la possibilité même du changement historique. Pendant quelques mois, des millions d'Européens ont cru sincèrement qu'une transformation radicale de la société était non seulement souhaitable, mais possible. Ils ont agi en conséquence, prenant des risques considérables pour leurs idéaux. Cette foi dans la capacité des hommes à changer le cours de l'histoire, si caractéristique de 1848, contraste fortement avec le sentiment d'impuissance qui imprègne souvent nos sociétés contemporaines face aux grands défis de notre temps, crise écologique, inégalités croissantes, montée des populismes autoritaires. Se souvenir de 1848, c'est donc se rappeler qu'à certains moments, l'histoire s'accélère et que des transformations jugées impossibles la veille deviennent soudain réalisables.
c'est se souvenir que les structures les plus solides peuvent s'effondrer quand les peuples décident collectivement de prendre leur destin en main. Bien sûr, 1848 nous rappelle aussi que ces moments d'accélération historique sont fragiles, que les forces de la réaction sont puissantes et que les divisions internes peuvent saper les mouvements les plus prometteurs. Mais même dans l'échec, quelque chose d'essentiel subsiste, l'expérience vécue de la liberté, l'horizon des possibles qui s'est momentanément ouvert. Comme l'écrivait l'historien Fernand Braudel, les révolutions sont comme les étoiles qui envoient encore leur lumière longtemps après s'être éteintes. La lumière de 1848, malgré les brouillards de l'oubli, continue d'éclairer notre présent pour qui sait la regarder. En nous replongeant dans cette époque lointaine, nous avons tenté de faire revivre, ne serait-ce qu'un instant, cette lumière. Car l'histoire n'est pas seulement affaire d'érudition, elle est aussi mémoire vive, inspiration pour le présent, ressource pour imaginer l'avenir. Les hommes et les femmes de 1848, avec leurs espoirs, leur courage, leurs contradictions et leurs échecs, ne sont pas simplement des figures du passé. Ils sont, en un sens, nos contemporains. Leur combat pour la liberté, l'égalité, la fraternité et la dignité des peuples restent les nôtres. À nous de poursuivre, dans les conditions de notre temps, l'œuvre inachevée de ce printemps des peuples dont la promesse, malgré les déceptions et les trahisons, n'a jamais entièrement cessé de vivre dans la conscience européenne.